En manchette ce soir, est-ce déjà la fin des équipes volantes en santé? De vives préoccupations entourant les services régionaux. Un jeune homme arrêté pour possible vente de drogue près d'une école à La Sarre. Et l'Abitibi-Témiscamingue, toujours au sommet des régions minières. Bon jeudi, bienvenue au TVA 18h. On commence le bulletin de ce soir en santé. Des rumeurs circulent comme quoi le gouvernement Legault abandonne le programme des équipes volantes en santé. Alexandre, c'est une nouvelle qui a pris tout le monde de court ce matin. Oui, absolument. Selon la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN, ce serait déjà la fin pour l'entente des équipes volantes de la santé. Pourtant, négociées en grande pompe l'été dernier, ces équipes volantes du public avaient été créées pour remplacer les agences privées et venir pallier au manque d'effectifs criants dans les régions, notamment l'Abitibi-Témiscamingue. Ce matin, ce qu'on peut observer, du moins, c'est un gel d'embauche et de déploiement. Selon le syndicat, quand on essaie d'avoir accès au site Internet pour donner son nom afin de faire partie de l'équipe volante de la santé, il n'y a aucune offre. C'est-à-dire que l'équipe volante serait complète, ce qui ne fait aucun sens selon le président de la FSSS-CSN, considérant que le besoin et le manque de personnel actuel est criant. En coupant les ailes aux équipes volantes publiques, la CAQ abandonne sans préavis la population des régions en difficulté à son triste sort, selon Régent Leclerc. On peut l'écouter. On a répondu présent, on a aidé le gouvernement, mais là, manifestement, aujourd'hui, même si on a signé une entente l'été dernier, bien là, aujourd'hui, on apprend qu'il cesse. Le gouvernement gèle l'embauche, donc on ne peut plus aider le personnel, refuse le temps supplémentaire, là, on ne peut plus aider le personnel, donc ça a un impact sur les soins, gèle des postes, refuse d'afficher des postes, et là, on vient de dire à ces mêmes régions qui sont en difficulté, très criantes, la population également, on vient nous dire, là, bien, on n'a plus d'équipe volante à vous offrir. Et bon, Alexandre, tout ça survient quand même à la veille de l'arrivée de Santé Québec. Oui, c'est le 1er décembre que l'entité Santé Québec prend le contrôle du système de santé au Québec. Mais avec un gel d'embauche en santé et maintenant un soudain abandon des équipes volantes, le syndicat dénonce énormément d'improvisation de la part de la CAQ. D'ailleurs, le ministre Dubé a répondu ce matin aux rumeurs dans une publication sur le réseau social Blue Sky. Vous la voyez à l'écran. Soyons très clairs, les équipes volantes sont là pour rester. Il n'y a pas de gel d'embauche. Nous voulons être flexibles et les équipes volantes vont en ce sens, ce qui est vrai. Nous remplaçons les agences privées par des équipes qui travaillent à même le réseau public. Mais Kémilla, justement, ici, il n'y a aucune explication concernant le gel d'embauche. Tout ça est nébuleux et préoccupant selon Régent Leclerc. Encore une fois, on peut l'écouter. Parce que le gouvernement donne l'impression qu'il est en contrôle. On vous le dit, du terrain, le personnel vous dit que le réseau de la santé et des services sociaux est géré en improvisation dans le cadre de la mise en place de Santé Québec. Il n'y en a pas de plan, là. On fait n'importe quoi et le contraire. C'est hautement préoccupant parce que le réseau de la santé appartient à la population, elle n'appartient pas à la coalition Avenir Québec. Le gouvernement a été très discret aujourd'hui dans les médias. On m'a confié tout à l'heure que des rencontres d'urgence sont déjà prévues demain entre le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Jean Boulet, et des élus de la région qui se sont dit extrêmement préoccupés par toute cette étrange situation. C'est un bras de fer qui risque de faire couler encore beaucoup d'encre dans les prochains jours. On promet de suivre ça pour vous. Ouais, très bien, merci Alexandre. Au plaisir. On poursuit avec un jeune homme de 18 ans qui a été arrêté aujourd'hui à proximité d'un établissement scolaire à La Sarre. C'est grâce à la vigilance de certains parents que les policiers ont été informés qu'un jeune homme semblait faire de la vente de stupéfiants près d'une école. Et l'enquête tend à démontrer que le suspect vendait principalement à des jeunes d'âge mineur. Les policiers ont entre autres saisi près de 85 grammes de cannabis illicite et des cigarettes de contrebande. Le suspect a été interrogé et libéré avec des conditions. Il devrait éventuellement revenir à la cour. Des accusations pourraient être portées contre lui. Complètement ailleurs maintenant, la région arrive encore première au Québec dans le secteur minier. C'est ce que dévoilent les plus récents chiffres de l'Association minière du Québec. Félix Blaquière a plus de détails. Une grosse part là, des retombées économiques de l'industrie minière vient de l'activité minière en Abitibi-Témiscamingue.
par notamment sa contribution au produit intérieur brut québécois, au secteur de l'emploi et au total des investissements miniers, la région arrive première au Québec dans le secteur selon l'AMQ. Mais aussi étant donné les 1149 fournisseurs régionaux en lien avec l'industrie qui représentent 30 des contracteurs à l'échelle de la province. On parle de fournisseurs d'équipements, de fournisseurs de services à l'industrie, des entreprises de forage sont installées en Abitibi. Alors, c'est un bel écosystème d'affaires qui s'est généré autour des installations minières. On a quand même une belle histoire minière en Abitibi, là. On a des mines, ça fait plus de 100 ans en Abitibi. Au-delà des PME, c'est aussi le secteur de l'éducation régionale qui participe à hisser la région en première place par son développement du savoir-faire et de l'expertise minière. Toute la restauration du site Manitou, près de Val-d'Or, et où l'université a été très actif là, en termes de recherche. Et puis, bon, évidemment, ça déborde du site. Là, on développe des façons de faire qui peuvent être appliquées ailleurs. D'un autre côté, Québec Meilleures Mines croit que l'industrie minière régionale a encore du chemin à faire dans la protection des espaces et des citoyens. L'organisation déplore la proximité de certains projets miniers avec les milieux urbains. Ces réalités-là sont propres à l'Abitibi-Témiscamingue et vont continuer de perdurer tant aussi longtemps qu'on ne permet pas une zone tampon autour des villes et villages de la région. Dans les défis à venir, l'AMQ cite notamment les amendements apportés au projet de loi sur les mines et la réglementation s'y rattachant qui risquent d'altérer les façons de faire. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. L'accès public aux défibrillateurs est questionné. La Fondation Jacques de Champlain considère qu'il y a encore trop peu d'appareils enregistrés pour plusieurs régions, dont la nôtre. L'organisme qui réclame aussi un projet de loi depuis maintenant 10 ans. Portrait de la situation avec Sita Anne-Julie Labrec. Les données sont unanimes selon la Fondation. L'augmentation de défibrillateurs est considérable quand une loi est adoptée. Il y a plein d'autres États qui ont réussi à le faire déjà. Le Manitoba, pour ne nommer que celui-ci, au Canada a réussi. Pourquoi au Québec, on ne serait pas capable? S'équiper d'un DA, c'est une chose. S'équiper d'un défibrillateur et le mettre à la bonne place, c'en est une autre. Chaque année, 10 000 personnes sont victimes d'un arrêt cardiaque au Québec et 90 % des attaques sont fatales. En Abitibi-Témiscamingue, c'est seulement 256 défibrillateurs qui sont enregistrés. Selon la Fondation Jacques de Champlain, c'est nettement insuffisant pour un territoire aussi vaste. C'est silence radio depuis, on n'a pas vraiment eu de renforcement clair autre que, écoutez, c'est encore une priorité pour nous. D'accord, mais on en est où, là? Pour nous, c'est absurde. On parle de centaines de vies de plus, peut-être jusqu'à 300 vies dans certains modèles plus optimistes qu'on pourrait réanimer annuellement, des gens qui contribueraient à la vie. Une loi pour l'accès public de défibrillateurs obligerait les détenteurs à enregistrer l'appareil pour aider les services d'urgence et les citoyens à réagir en situation d'urgence. Ce qu'on veut, c'est vraiment que cette loi-là soit adoptée au Québec, de voir que c'est une loi transpartisane, c'est une loi très simple d'adoption et de mise en place. Avec la loi du Bon Samaritain, des questions se posent. Est-ce sécuritaire d'utiliser un défibrillateur? Et faut-il une formation pour utiliser ces appareils? Le citoyen sauveteur qui prend l'initiative d'aider quelqu'un n'a pas besoin de formation et cet équipement est parfaitement sécuritaire. Aucun risque possible. Tout ce qu'on a à faire, c'est de l'amener au chevet de la victime, l'allumer et suivre les directives vocales et visuelles. Un enfant de 6 ans peut l'utiliser. Et c'est très, très, très clair et facile. On ne peut pas nuire. La personne en arrêt cardio-respiratoire est déjà décédée. On peut juste aller mieux à partir de là. Et même si on se sent stressé et qu'on n'est pas à l'aise, dites-vous qu'en appelant le 911, un répartiteur médical d'urgence peut vous guider en plus à faire ces étapes-là. D'ici l'obtention d'une loi, la Fondation invite tous les citoyens et les détenteurs de DEA de s'inscrire à l'application DEA Québec. L'application va permettre à plus de gens de pouvoir réagir lors d'une situation d'urgence parce qu'elle va pouvoir informer les gens d'où sont situés les défibrillateurs et de l'heure de leur accessibilité. Ça va aussi permettre aux services d'urgence de pouvoir mieux diriger les gens lors des appels d'urgence vers le défibrillateur le plus proche. Sita Anne-Julie Labrec, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. On va maintenant parler de l'industrie des véhicules récréatifs. Une association dénonce que des concessionnaires ont reçu des factures massives en lien avec une taxe de vente de l'Ontario. Alexis Dumont nous donne les détails.
Des factures salées attendent actuellement plusieurs concessionnaires locaux de véhicules récréatifs parce qu'une taxe est actuellement mise en vigueur sur les produits qui font escale des États-Unis vers l'Ontario avant d'arriver ici au Québec. Une situation dont dénonce l'Association des commerçants de véhicules récréatifs du Québec. Ce qu'on demande au gouvernement fédéral, c'est d'amender sa loi. Simplement de dire, c'est l'article 178.8, de dire, écoutez, la taxe fédérale doit être chargée selon l'endroit où se dirige le bien, où sera vendu le bien, donc en l'occurrence ici, le Québec, et non l'endroit où traverse la frontière ce bien-là. Des factures avec des montants astronomiquement élevés. Et pourquoi ça a pris une ampleur comme ça aujourd'hui? C'est que les concessionnaires ont reçu ces factures-là et on parle d'une somme qui totalise environ 50 millions de dollars pour les concessionnaires québécois. Donc, c'est majeur. Il y a des concessionnaires, c'est 4 millions de dollars, exemple, qui ont reçu de factures. Je ne connais pas beaucoup d'entreprises ou de concessionnaires de VR qui ont cet argent-là dans le compte courant de leur entreprise actuellement. Le centre de camping d'Amos fait partie des entreprises touchées par les taxes financières, une situation dont déplore la directrice commerciale de l'entreprise. Le gouvernement nous charge un 690 000 de taxes parce que nos véhicules qui viennent des États-Unis transitent par Ontario. Fait qu'Ontario veut avoir une partie des taxes qui équivaut de 2012 à 2019, ça équivaut à 690 000 Un événement qui n'était pourtant jamais arrivé dans le passé. C'est jamais arrivé. Ça fait, le centre de camping existe, je pense, ça fait une trentaine d'années. C'est jamais arrivé. Puis là, tout d'un coup, il nous arrive avec ça. Fait que c'est vraiment un problème. Puis ça n'avait jamais été fait auparavant parce que probablement que si c'était déjà arrivé, on saurait déjà quoi faire puis on aurait déjà budgété cette partie-là qu'il faudrait rembourser. L'entreprise ne sait toujours pas quel sera le dénouement final de cette histoire, mais espère que le gouvernement fera marche arrière dans un dossier qui pourrait avoir des impacts financiers majeurs. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Amos. Et du côté du Témiscamingue, la MRC a adopté hier soir un budget d'un peu plus de 20 millions de dollars pour 2025. C'est une hausse de 8 comparativement à l'an dernier. Le budget met l'accent sur la promotion du territoire et des solutions pour le traitement des matières résiduelles. La MRC alloue aussi de l'argent pour la création de 7 nouveaux postes, comme des agents de développement qui vont pouvoir épauler les municipalités dans leur demande de financement au gouvernement. Et aussi, la MRC a rappelé son attachement au projet d'un nouveau complexe aquatique à Ville-Marie et d'une salle d'entraînement à Belle-Terre. La bonne nouvelle, c'est qu'on maintient le cap sur des actions qu'on faisait, mais on a trouvé les moyens d'ajouter des postes pour accompagner les municipalités, puis les quotes-parts diminuent. Dans le fond, le budget augmente, mais les quotes-parts, l'impact au niveau des citoyens, il n'y a pas d'impact financier, puis il y aura un impact concret sur les services à la population. Pour nous, l'infrastructure aquatique, c'est une infrastructure stratégique très importante. On y tient et on va poursuivre le travail, mais là, on l'intensifie. Et maintenant, du côté de Rouyn-Noranda, la Ville va maintenir son projet pilote de souffler de la neige dans les cours de résidents de certains secteurs cet hiver. Leur intention est de diminuer le nombre de chargements par camion. Mais par contre, plus tôt cette semaine, 300 citoyens se sont opposés à la nouvelle façon de faire en signant une pétition. On parle de résidents des secteurs de la Place des Érables, de la rue Saint-Sauveur et de Noranda-Nord. Ils craignent des préjudices et des dommages à leur terrain. La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, rappelle que le but du projet est dans un souci environnemental et d'optimisation des coûts. C'est les coûts, oui, économiques, mais c'est l'environnement aussi. Quand on parle de gaz à effet de serre, qu'on parle de gros camions qui doivent se déplacer vers le dépôt à neige, c'est pas de causer des préjudices aux gens là, qu'on veut faire. On veut vraiment tester la formule parce que ça se fait ailleurs. Qu'on pense à Brossard, à Longueuil, à Granby, à Sept-Îles, à Repentigny. Il y a aussi des histoires à succès avec ça. Alors, on veut se donner la chance de le vivre, de le faire, mais on va être très à l'écoute des commentaires des citoyens. On verra par la suite si on poursuit ou s'il y a des ajustements à faire. Et c'est maintenant au tour du Centre d'éducation des adultes, la Passerelle, à Amos, de mettre fin à son offre de services en francisation. Ce sont donc 78 élèves et 4 enseignants qui sont touchés par ces coupes. Par contre, les élèves qui occupent actuellement un emploi vont pouvoir solliciter leur employeur pour avoir accès à la francisation, en passant notamment par le service aux entreprises. Et toutefois, le directeur général du CSS Arikana confirme que la fermeture des classes se fera sentir,
puisque durant les 4 dernières années, la clientèle est passée de 35 élèves à 101 élèves. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Alors, je m'appelle Étienne Jacques et j'ai l'immense bonheur de faire la mise en scène du Gala des Régals et je vais vous en parler tout de suite après la pause dans le cadre de la chronique culturelle. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le marché de Noël de Matagami, organisé par Vitalité Matagami et la Galerie d'Or Haut, s'est tenu le samedi 23 novembre dernier. 12 exposants étaient présents dans une atmosphère festive et artistique, offrant aux visiteurs le plaisir de découvrir les kiosques de produits locaux et d'artisanat et d'échanger dans la zone café. Plus d'une centaine de visiteurs ont contribué à faire de cet événement un succès. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La Fondation pour la bibliothèque de Rouyn-Noranda a remis un don de 40 000 $ à la bibliothèque municipale. Grâce à cette contribution, plus de 1000 nouveaux livres vont enrichir les rayons de la bibliothèque au plus grand bonheur des petits et des grands lecteurs. Ce montant ne remplace toutefois pas le financement régulier de la bibliothèque, mais vient enrichir son offre en permettant l'achat d'encore plus de volume. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Fréquentez-vous les bibliothèques municipales? » Vous avez répondu non à 75 %. Justine, ce soir, c'est la 2e édition des prix Régal à Rouyn-Noranda. Et oui, Kimilia, c'est le moment de récompenser les acteurs culturels de Rouyn-Noranda. Ce soir, à 19h30, vous êtes invités au Théâtre du Cuivre pour applaudir les artistes, les organismes, les citoyens et les projets culturels qui enrichissent notre communauté. Plusieurs bénévoles vont être récompensés dans les 9 catégories, comme bénévole de l'année, artiste de l'année, découverte de l'année et plusieurs autres. Je laisse Étienne Jacques, le metteur en scène du gala, expliquer le thème qui représente les Régals cette année. Bien, c'est le 2e gala des Régals. Puis cette année, ce qu'on voulait regarder comme thème, c'est la passation. Passation du savoir, passation de la culture. Oui. Ça fait qu'on a fait venir des personnes qui ont un lien justement avec ce thème-là. Ça fait qu'on va retrouver une mère et sa fille qui vont venir comme présenter un prix. On va avoir aussi des enseignants, passation du savoir. Ça fait que entre autres, dans les présentations, ça va être ça. Mais on a, je vais te le dire tout de suite, OK? J'ai un scoop. Je commence par un scoop. C'est pas drôle, je devrais pas te donner ça. Mais OK, je vais dire un scoop. Oui. Ce soir, on va avoir Cathy Vachon qui va chanter avec un invité surprise. On a entendu parler de ça pratiquement toute l'année. Avec Bryan Adams. On va faire chanter Cathy avec Bryan Adams. Ça fait qu'il reste encore des places. Je vous le dis comme ça. Si ça vous tente de venir voir Cathy chanter avec Bryan, c'est ce soir que ça se passe au Gala des Régals. Il y aura plusieurs prestations d'artistes locaux au courant de la soirée, alors c'est l'occasion de venir les applaudir, les récompenser et les féliciter. En plus, la soirée du Gala des Régals est complètement gratuite et il reste des billets, alors n'hésitez pas à venir faire un tour. En fait, c'est important pour démocratiser justement la culture, pour faire en sorte que les gens s'approprient la culture à Rouyn-Noranda. Bon, ils font déjà beaucoup, hein? Il y a beaucoup de diffuseurs, puis les gens, ils participent en grand nombre souvent aux présentations, aux productions locales. Ça fait que, mais on veut quand même que les gens connaissent nos artistes locaux, qui viennent aussi célébrer avec eux, parce que c'est un peu ça qu'on souhaite, hein? On veut que justement tout le monde soit ensemble pour dire « Ah ouais, c'est vrai que c'est passé ça cette année, puis c'était donc bien le fun. » Puis, j'ai donc bien hâte à l'année prochaine pour voir tel type d'artiste ou tel type de production. Ça fait que c'est pour ça qu'on fait ce gala-là. On fait ça en grande pompe, puis on veut que les gens, c'est ça, soient là, puis c'est important pour les artistes, pour les faire rayonner, pour faire en sorte, leur donner une petite tape dans le dos, dire « Hey, t'as fait ça cette année, c'était le fun, on veut que tu continues. » L'ancien capitaine des Foreurs, Marco Scandella, sera honoré par son ancienne équipe vendredi. Tous les détails après la pause.
Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. L'ancien capitaine des Foreurs, Marco Scandella, sera honoré par son ancienne équipe ce vendredi. Un match honneur est organisé au centre Anico Eagle, où les partisans sont invités à venir rencontrer lui qui a passé 3 saisons avec le Vert et Or. Il sera disponible pour une séance d'autographes et de photos. Avec les Foreurs, Scandella a inscrit 23 buts et 59 passes, donc en tout 82 points. Il a pris sa retraite cette année, après 14 saisons passées dans la LNH. Il a entre autres joué avec le Wild du Minnesota et les Blues de Saint-Louis. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicoloto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, on a demandé de la neige dans les dernières semaines et là, Mère Nature nous a entendus. Emilia, dans les derniers jours, la neige s'est posée sur le sol abitibien et on va continuer d'en recevoir dans les prochains jours. Et pour ce soir et cette nuit, en Abitibi et au Témiscamingue, on aura de la neige intermittente avec des températures stables près de -5 degrés et un refroidissement de -11 au cours de la nuit. Demain, partout en région, ce sera nuageux avec quelques averses de neige débutant le matin qui devraient cesser en après-midi avec un maximum de -3 et un refroidissement éolien de -10 le matin et de -5 en après-midi. Et en aperçu pour samedi, ce sera nuageux avec un maximum de -3 en Abitibi et de -4 au Témiscamingue. Si vous prenez la route ce soir, soyez très prudents parce que la petite neige fraîche comme ça, là, c'est quand même glissant. Ouais, merci Justine. Voilà, c'était l'essentiel des informations pour aujourd'hui. On sera là demain pour le TVA Midi. Passez une belle soirée.